Dans cette vidéo, je vais partager tout ce que je sais sur comment devenir riche sans aucune retenue. Après avoir généré plus de 50 millions d'euros à travers tous mes business et investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans l'immobilier, la bourse, les obligations, les matières premières et les cryptos, j'avais envie de me poser et de raconter tout ce que j'ai appris au cours des 10 dernières années. Cette vidéo est un petit peu différente des autres que j'ai pu poster sur la chaîne car elle va avoir un format long. J'ai envie de me poser et de vraiment pouvoir tout expliquer en détail, un petit peu comme un podcast, et de vraiment prendre le temps. Je vois vraiment ça comme une discussion, une transmission de connaissances, et je vais vraiment m'imaginer comme un vieux papy qui a eu une longue vie, qui s'est posé au bord de la cheminée et qui essaie de transmettre ses meilleurs conseils à son petit-fils qui a envie lui aussi de réussir dans la vie et de devenir riche. Alors installez-vous confortablement, faites-vous un thé, car Papy Yomi va pendant plusieurs dizaines de minutes vous révéler ses plus grands secrets. Comment devenir riche? Je pense que c'est la question sur laquelle j'ai passé le plus de temps. C'est la question qui m'a le plus obsédé, et cela depuis que je suis très jeune, depuis ce fameux moment où j'ai eu un déclic en allant vivre pendant une semaine chez mon meilleur ami de l'époque. Je raconte souvent cette histoire, mais elle est incroyablement puissante parce que je pense qu'elle définit toute une partie de ma personnalité. Je vais avoir 6-7 ans et pendant une semaine, je suis allé vivre avec mon meilleur ami. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais pauvre parce que j'ai vu qu'il y avait une énorme différence entre la vie qu'il avait avec sa famille et la vie que j'avais avec mes parents et mon frère. Ils vivaient dans une magnifique villa qui avait une vue sur le lac Léman, c'était incroyable quand je suis entré dedans. Ils avaient une grande télé, de la place pour jouer dehors, plusieurs voitures, et je me souviens vraiment regarder sa vie d'un œil admiratif, être extrêmement jaloux et me poser la question, mais pourquoi est-ce que lui peut avoir cette vie-là alors que moi je suis en train de galérer avec ma famille? Et j'ai ressenti à ce moment-là une profonde injustice qui m'a poussé à me dire que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir le plus tôt possible réussir à atteindre une certaine aisance financière. Et c'était pas seulement les choses matérielles, il y avait aussi une attitude différente qu'avaient ses parents envers la vie. Ils étaient moins stressés, ils étaient respectés, ils pouvaient partir en vacances quand ils voulaient, etc. Et ça, c'était pas le cas pour moi et ma famille. En effet, à ce moment-là, mon père, il vient de retourner aux études pour peut-être pouvoir trouver un meilleur emploi plus tard car ses diplômes n'étaient pas reconnus en Suisse. Il était venu sans papier à l'âge de 20 ans, sans parler un seul mot de français, en quête d'une vie meilleure, et il avait rencontré ma mère un petit peu par hasard. Ils avaient décidé de se marier pour pas qu'il soit renvoyé en Afrique, et un peu plus tard, ils m'ont eu comme premier enfant, mon frère a suivi. Ils se sont retrouvés dans cette situation un petit peu compliquée financièrement, et mon père a décidé d'arrêter les activités de DJ et d'organisation de soirée qu'il avait à l'époque pour justement retourner étudier et avoir un meilleur emploi. Mais pendant toute cette période de transition, c'est ma mère qui devait gagner de l'argent pour toute la famille, et voilà, on vivait dans un HLM, on mangeait des pâtes la plupart du temps, et on avait beaucoup de limites d'un point de vue financier. Mais ça, je l'avais pas réellement remarqué avant, et c'est vraiment le fait d'être confronté, de voir cette énorme différence qu'il y avait entre la vie de mon pote et la mienne, qui m'a fait réaliser que pas tout le monde avait ces problèmes-là. Donc ça a été un espèce d'électrochoc, et du coup, cette question, comment devenir riche, elle est restée bloquée dans mon cerveau. À chaque fois que je voyais une belle voiture, je me demandais comment est-ce que le propriétaire avait pu se la payer. À chaque fois que j'allais chez un pote et que je voyais qu'ils avaient une plus belle maison que nous, je me demandais comment est-ce que ses parents en étaient arrivés là. Et le truc qui me choquait, c'est que les parents de mes potes, ils étaient pas plus intelligents que les miens. Ils travaillaient pas plus dur que les miens. Et du coup, ça me confortait dans l'idée qu'il devait y avoir un secret. Il devait y avoir une autre raison. Et donc, je me suis mis obsessivement à poser la question à tout le monde. Papa, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? Maman, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? Je lève la main à l'école, comment est-ce qu'on fait pour gagner beaucoup d'argent? Et je recevais des réponses différentes. Mon père était convaincu que pour devenir riche, il fallait faire les meilleures études et ensuite aller travailler dans le monde de la finance. Ma mère me répondait que devenir riche, c'était pas important. Ce qu'il fallait dans la vie, c'était fonder une belle famille et avoir de bonnes relations avec les gens. Mes profs à l'école me disaient qu'il fallait avoir de bonnes notes et qu'après avoir un bon diplôme, ce serait sûr et certain que j'aurais une réussite financière. Cette question, j'ai dû la poser une centaine de fois. J'étais véritablement obsédé par la réussite. Je me souviens certains soirs, alors que j'avais à peine 10-12 ans, ne pas réussir à m'endormir parce que je pensais à ça. Je me souviens aller au restaurant et ne pas vouloir commander, ou à chaque fois commander le plat le moins cher sur la carte parce que je voulais pas dépenser l'argent de mes parents. Je me souviens me disputer avec ma mère parce que je voulais qu'elle travaille plus pour qu'on ait une meilleure situation financière. Et du coup, je suis un gamin, je peux pas faire grand chose. J'y pense tous les jours et je me mets peu à peu à planifier ma vie, à essayer d'avoir un plan pour devenir riche plus tard. J'avais un plan A et un plan B. Le plan A, c'était de devenir footballeur
valeur professionnelle. C'était vraiment toucher le jackpot, réussir à devenir très riche très tôt et en faisant quelque chose que j'adorais. Et toute mon enfance et mon adolescence, je me suis énormément entraîné pour essayer d'atteindre cet objectif que je n'ai malheureusement pas atteint. J'avais un plan B et je pense que c'est le plan de la plupart des ados et ce que tout le monde recommande, qui était simplement d'avoir de très bonnes notes, de faire de très bonnes études et ensuite d'aller travailler dans une multinationale, bien une grande banque. Du coup, je me concentre à 100% sur essayer de créer le CV parfait pour pouvoir être accepté dans les meilleures universités et ensuite pour pouvoir obtenir le meilleur poste possible. Je commence par faire ce qu'on appelle en Suisse une maturité bilingue. Donc pendant mon année de lycée, je vais tout seul à Hanovre étudier une année en Allemagne pour apprendre l'allemand. Je vais choisir d'aller faire l'armée dans les forces spéciales de l'armée suisse et grader pour devenir sergent car ça démontre certaines aptitudes de leadership et de discipline. Je vais devenir entraîneur de foot pour montrer que j'ai une passion et des hobbies et que je sais emmener une équipe et je vais aller faire différents stages, probablement en tant que vendeur, puis à Nestlé aux alentours de mes 18 ans. Et c'est pendant ce stage que je vais avoir une première grosse désillusion. En effet, le chemin que tout le monde m'a conseillé n'était pas véritablement fait pour moi. Je me rends compte que suivre les ordres d'un patron, devoir respecter des horaires fixes, travailler sur des tâches qui n'ont aucun sens et faire la même chose tous les jours, tel un esclave pour pouvoir gagner une certaine somme, ça ne me convient pas. À ce moment-là, je tombe dans une profonde déprime parce que j'ai d'un côté cette envie profonde de réussir, mais de l'autre, je sais que passer 5-10 ans dans une multinationale, ça ne va absolument pas me rendre heureux. Je me sens donc condamné à ce qu'on appelle la rat race, ce fameux métro boulot dodo, où tous les jours on fait quelque chose qu'on n'aime pas, tout simplement parce qu'on est obligé. Je me sens vraiment mal et à ce moment, je décide de faire quelque chose de très intelligent qui allait complètement changer ma vie. Je vais sur YouTube et je tape comment devenir riche. Cette question, je l'avais toujours posée à des gens dans mon entourage, mais je n'avais jamais pensé à la taper sur internet. Et à ce moment-là, un petit peu par hasard, je tombe sur un mec qui s'appelle Tai Lopez et je découvre le monde du développement personnel. Ce mec, Tai Lopez, beaucoup de gens le détestent, mais moi, je l'adore. Sans ce mec, je serais aujourd'hui très probablement encore en train de vivre une vie qui me déplaît profondément. Ce mec, bien qu'il vende un tas de formations de très faible qualité, il m'a énormément ouvert les yeux. Il m'a appris plein de choses et il m'a surtout appris le premier principe que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo. Pour devenir riche, il faut le mériter. En effet, une des quotes, une des citations qu'il répète le plus, c'est cette citation de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, un milliardaire américain, qui dit que to get what you want, you need to deserve what you want. The world is not yet a crazy enough place to reward a bunch of undeserving people. En français, pour avoir ce que vous voulez, il faut mériter ce que vous voulez. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser un tas de personnes qui ne le méritent pas. Cette phrase, elle m'influence énormément parce que j'étais en train de me résigner à une vie qui ne me convenait pas. Je me disais que la société, les gouvernements, la famille dont j'étais né, le fait que j'avais pas pu continuer dans le foot, ça m'avait contraint d'être dans une situation malheureuse. J'avais arrêté de prendre mes responsabilités et je commençais à penser que le monde était injuste, que les gens qui étaient riches avaient triché ou bien qu'ils avaient eu de la chance et que moi, dans ma vie malheureuse, je ne pourrais jamais atteindre ce niveau de succès. Cette phrase, elle m'a fait réaliser que j'avais tort. Certes, il existe des exceptions. Certaines personnes héritent leur argent ou gagnent l'auto. Mais la majorité des millionnaires l'ont fait en partant de zéro. Et je pouvais le faire aussi. Cette phrase, elle m'a fait prendre mes responsabilités. Je n'aimais pas la vie que j'avais et c'était ma faute. Et si j'avais envie d'en avoir une meilleure, eh ben, je devais le mériter. Après avoir réalisé ça, je me suis mis à lire des livres. Je me suis mis à regarder plein de vidéos YouTube de développement personnel et j'ai peu à peu appris toujours plus de choses alors que j'étais encore au lycée. Même si j'étais encore pauvre, mon état d'esprit avait changé. J'étais optimiste parce que j'avais découvert un nouveau monde et j'avais surtout découvert que si je m'en donnais les moyens, je pouvais y arriver. Je découvre aussi le monde de l'entrepreneuriat, le fait de lancer des business. Et ça me passionne parce que c'est un moyen de gagner de l'argent sans avoir besoin de faire de longues études ou bien d'être l'esclave d'une grande société. Je me renseigne de plus en plus, mais un doute persiste en moi. Je me dis que pour être entrepreneur, il faut avoir 30-40 ans. Il faut de l'expérience, il faut déjà avoir un diplôme, il faut avoir de l'argent de côté, des connexions, un certain savoir dans une industrie, une idée de génie, etc., etc. Du coup, je passe pas vraiment à l'action. Je me dis que je pourrais lancer un business, mais plus tard. Jusqu'au jour où je dois faire un travail de maturité. C'est une espèce de mini-mémoire qu'on doit faire au lycée pour obtenir son bac. Et on peut justement choisir quel est le sujet de celui-ci. Je fais la décision de répondre à la question: est-ce que l'entrepreneuriat est une possibilité pour les jeunes? Et je vais interviewer
interviewé 4 entrepreneurs et leur posé des questions sur cette thématique. J'interviewe Toto Morand qui a fait Pump It Up, un des magasins de chaussures les plus connus en Suisse. J'ai réussi à interviewer Pascal Meyer, le fondateur de Qoqa, QOQA, qui est une espèce de plateforme comme Groupon qui permet d'obtenir des offres, des grosses réductions sur des produits physiques ou des produits digitaux. J'interviewe Ludovic Héricher, le père d'un de mes meilleurs potes de l'époque, qui a une entreprise d'emballage, et Aloïse, un ami de mon père, qui a une entreprise de stockage. C'est la première fois que je suis confronté à des multimillionnaires et des entrepreneurs à succès. Et je remarque très vite qu'ils sont différents. Ils ont une espèce d'aura, une espèce de confiance. Et peu importe où ils vont, peu importe à qui ils parlent, ils sont respectés. Toute mon enfance, on a essayé de me dire que l'argent c'était pas important. Pire encore, que ça rendait malheureux. Et quand je les vois, ça me réconforte encore plus dans l'idée que c'est complètement faux. Certes, ils ont des problèmes, certes, ils ont du stress, mais ils ressentent cette profonde fierté d'avoir réussi quelque chose dans leur vie et ils n'ont pas toutes les difficultés que j'ai dû subir au quotidien à cause de ma situation financière. Je leur pose pas mal de questions et là, surprise, ils disent exactement l'inverse de ce que je pensais. Tous, sans exception, ils me disent que le meilleur moment pour lancer un business, c'est quand on est jeune. C'est quand on est aux études ou juste après les avoir terminées. Et c'est à ce moment-là que j'apprends le deuxième principe que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Pour devenir riche, il faut apprendre des riches. Tout le monde m'avait dit que pour être riche, il fallait étudier et peut-être aux alentours des 35 ans, on pouvait espérer lancer un business si on avait une idée. Mais ça, c'était des conseils de pauvres, de personnes qui par définition n'ont jamais compris comment gagner beaucoup d'argent. Ça peut paraître évident, mais les pauvres ont aucune idée de comment devenir riche. Pourtant, quand je voulais gagner plus d'argent, j'ai posé la question aux gens de mon entourage, mes parents, mes profs et mes potes. Aucun d'entre eux n'avait réussi à devenir riche. Ils me donnaient donc des informations qui étaient erronées. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait ignorer la plupart des gens. Car avoir une conviction qui est fausse, c'est bien pire que l'ignorance. Recevoir des informations qui sont fausses, ça peut vous orienter dans la direction opposée de celle que vous devez suivre pour atteindre le succès. Je vous recommande donc, si vous voulez apprendre quelque chose dans un domaine, de suivre uniquement le conseil des gens qui ont déjà atteint le succès dans cette thématique. Et donc, par rapport à l'argent, il va falloir uniquement écouter les riches. Si vous en avez pas dans votre entourage, lisez des livres, regardez des interviews, allez à des séminaires, etc. Mais ne demandez pas, surtout n'écoutez pas les conseils de vos potes ou des membres de votre famille qui sont pauvres. Ils ont beau avoir de bonnes intentions, ils ne sont pas compétents. Et tout comme on ne demande pas des conseils de santé à quelqu'un qu'on croise dans la rue, il ne faut pas écouter les conseils financiers de ceux qui n'ont jamais réussi à accumuler beaucoup d'argent. J'ai remarqué un autre truc en parlant à ces entrepreneurs dans le cadre de mon travail de maturité. Quand j'étais en train de les interviewer, ces mecs qui dirigeaient des entreprises avec plein d'employés, travaillaient énormément, mais quand je leur parlais, j'avais l'impression qu'ils pensaient que c'était une blague, qu'ils ne prenaient rien au sérieux. Ils avaient une certaine légèreté, contrairement à mes proches et aux membres de ma famille qui étaient tout le temps stressés par rapport à leur vie, qui avaient peur de faire des erreurs. Ben eux, ils étaient chill. Ils étaient tranquilles. Au début, je pensais qu'ils se donnaient un genre. Mais au final, j'ai compris que c'était parce qu'ils avaient compris un truc. Ils avaient compris le troisième principe que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Pour devenir riche, il faut prendre des risques. Pour devenir riche, il faut comprendre qu'échouer, c'est pas grave. En effet, pour devenir riche, il faut oser faire des choses que plein de gens n'osent pas faire. Le truc, c'est que le cerveau humain a extrêmement peur de l'échec. À l'école, on apprend quelque chose et ensuite, le but, c'est littéralement de minimiser son nombre d'erreurs. Et du coup, on approche la vie de la même manière. On a très peur de se tromper. Et si on ne sait pas quelque chose, on va chercher à tout prix à connaître les réponses ou bien on ne va même pas tenter. Pour devenir riche, il faut faire exactement l'inverse. Parce que contrairement à un test de maths, on s'en fout royalement du nombre d'erreurs que vous faites. Ce qui est important, c'est d'avoir raison une seule fois. Il vous suffit d'un seul business, une seule opportunité pour faire de l'argent qui marche et vous pouvez faire des millions. Peu importe si avant vous avez échoué les 3, les 4, les 5, les 10 premières tentatives. Au final, vous êtes millionnaire. Et le mec qui a jamais tenté, certes, il a jamais échoué, mais il est toujours dans une situation bien moins bonne. Ces interviews m'ont énormément motivé. J'avais fait ce déclic. J'allais arrêter d'attendre mes 35 ans et j'allais lancer mon premier business. J'avais même pas encore 18 ans à l'époque et je fais mon tout premier essai. Je n'avais encore jamais parlé sur la chaîne, mais en réalité, j'ai essayé de lancer mon tout premier business à mes 18 ans. Avec mon pote Cédric, on était au lycée et on s'est dit qu'on allait lancer un site de développement
personnel. On se met à lire des livres, faire des résumés de livres qu'on publie sous forme de blog et aussi sur une chaîne YouTube. Cette chaîne, elle s'appelle Les Shortcuts et ce projet-là va durer 2 mois. On va publier 3 vidéos, 2 articles de blog et arrêter ce qu'on était en train de faire. Et ça, c'est une de mes plus grandes erreurs. En effet, si j'avais continué, cette petite chaîne YouTube aurait pu très rapidement se transformer en business florissant. Mais à l'époque, je n'étais pas encore au courant du 4e principe que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Pour devenir riche, il faut savoir persévérer. Et ouais, le succès, il suit une courbe exponentielle. Pendant les premières semaines et les premiers mois, vous allez avoir l'impression de faire du surplace. La courbe va augmenter tout doucement, mais peu à peu, ça va s'accélérer pour au final décoller en flèche. Le problème, c'est que la plupart des gens arrêtent quand ils sont encore dans la première phase de la courbe. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir publié 2-3 vidéos qui avaient peu de succès et pas encore mis au point un moyen de réellement monétiser notre activité, on s'est dit que c'était inutile, qu'il fallait mettre la clé sous la porte. Ça, c'était ignorer que réussir dans le business, c'est quelque chose de compétitif, qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de le faire et que souvent, ça va pas se passer en un claquement de doigts. C'est uniquement en persévérant, en améliorant peu à peu son idée de business, la manière dont on fait le marketing, son produit, etc., qu'on va pouvoir au bout d'un moment trouver la formule gagnante qu'on appelle un product market fit, le moment où on a véritablement des clients qui ont envie d'acheter ce qu'on vend et qu'on voit son business commencer à exploser. Mais bon, cette leçon je l'avais pas encore et donc je continue mon lycée, j'obtiens ma maturité, mon bac et je me retrouve à l'université. Ça ne me plaît pas, je n'aime pas les cours, mais bon, c'était la seule manière que j'avais pour m'en sortir. Du coup, je travaille énormément et j'arrive à mon premier examen de maths. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais en gros, en sortant de l'examen, je compare les réponses que j'avais avec les meilleurs étudiants de ma classe qui étaient super bons en maths. Ils me disent tous que j'ai fait faux et ils ont tous les mêmes réponses entre eux. Je rentre chez moi et là, il y a un énorme poids qui s'abat sur moi parce que j'avais échoué ma première tentative dans le business, j'avais échoué ma carrière de footballeur et je m'apprêtais à échouer ma carrière universitaire. J'étais obsédé par le succès, mais tout ce que j'essayais foirait. Et du coup, je pensais que je n'allais jamais m'en sortir. J'avais toujours été quelqu'un d'anxieux, mais là, je ressens un truc que je n'ai jamais ressenti auparavant. Un espèce de poids vient presser sur mes poumons, mon cœur s'emballe, je me mets à transpirer, j'ai des sueurs froides et je n'arrive littéralement plus à réfléchir. J'étais en train de faire une crise de panique. Ça peut paraître con de faire une crise de panique parce qu'on a foiré son examen, mais je peux vous assurer que quand on a passé plusieurs centaines d'heures à réviser et qu'on a l'impression qu'on va jamais rien réussir dans la vie si on échoue, eh ben ça peut faire très très mal. Du coup, je suis dans un état un petit peu bizarre et depuis quelques temps, je m'étais mis à regarder de plus en plus de vidéos sur comment lancer un business et Tai Lopez, que je suivais depuis plusieurs années, avait mis au point une nouvelle formation pour apprendre aux gens à lancer une agence de marketing digital. Ça m'intéressait, mais j'étais convaincu que c'était une arnaque, que ça fonctionnait pas vraiment et que c'était pas le moment pour moi de lancer un business. Mais à ce moment-là, je suis tellement désespéré, je suis tellement dans un état second que je fais une action de malade mental. Je prends la carte de crédit de ma mère et j'achète cette formation à 1000 $ sans même lui avoir demandé auparavant. Je vous rassure, j'avais ces 1000 balles dans mon compte en banque. C'était plus ou moins tout l'argent que j'avais réussi à économiser. Et je lui ai fait un virement le lendemain, donc je lui ai pas volé de l'argent derrière son dos. Mais j'avais dépensé énormément d'argent. Et ma mère était au courant. C'était donc, à partir de ce moment-là, obligatoire pour moi de réussir à le rembourser. Parce que c'était une grosse somme et parce que j'avais pas envie de perdre la face devant ma mère. Je vais donc finir les examens dans un premier temps. Et cet examen, je l'avais pas foiré, c'était une fausse impression. En fait, en réalité, j'avais presque fait tout juste et j'ai fait la note de 6 sur 6 en Suisse, qui correspond à 20 sur 20, alors que mes potes avec qui j'avais comparé mes réponses avaient en fait, eux, fait les mêmes erreurs. Je finis ma série d'examens et je me mets à consommer la formation. C'était pas une formation de très bonne qualité. C'était un bordel pas possible et plein d'informations ne s'appliquaient pas du tout à mathématiques. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Tai Lopez, c'est un mec que j'adore. Parce que premièrement, il m'a fait découvrir le développement personnel et deuxièmement, à travers sa formation, même si elle n'était pas d'une très bonne qualité, il m'a obligé à passer à l'action. Et il m'a permis de rejoindre un groupe Facebook où j'ai pu voir qu'il y avait d'autres entrepreneurs qui eux aussi avaient les mêmes galères que moi, qui eux aussi avaient envie de lancer un business et qui eux aussi souvent avaient du succès. J'ai vu des dizaines de mecs poster dans le groupe qu'ils avaient réussi à gagner 500 balles, 1000 balles, 2000 balles,
balles, 10 000 balles grâce à leur business. Et ces mecs-là, ils étaient pas différents de moi. C'était pas des génies, c'était pas des mecs qui avaient 40 ou 50 ans. Non, c'était des renois, des rebeux, des vieux, des jeunes, des mecs intelligents, des mecs débiles. Bref, ils avaient tous un parcours différent et ils avaient réussi à atteindre une certaine réussite. Ça m'a donc extrêmement motivé et j'ai décidé d'aller démarcher mon premier client. Je crée mon offre. Je vais proposer à des restaurants, des bars et des boîtes de nuit de faire la publicité Facebook à leur place. Je vais sur mon ordi, je fais mes recherches et je tombe sur le Black Pearl, une boîte de nuit à Montreux. J'analyse rapidement leur situation en ligne et je vois qu'il y a de nombreuses choses à améliorer et j'arrive à obtenir un rendez-vous avec le manager et les deux propriétaires. Je me pointe, imaginez-vous, j'ai 20 ans, je suis un étudiant, je suis habillé n'importe comment, j'ai encore mon cartable d'étudiant, je viens de rentrer des cours et j'arrive dans les bureaux, je commence à faire mon pitch, je leur dis que leurs concurrents sont en train de voler tous leurs clients et que je peux augmenter fortement la fréquentation de leur boîte de nuit grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Avant de venir, j'avais préparé 3 offres, une à 500 €, une à 1000 et une à 1500 €. Pour moi, s'ils prenaient l'offre à 500 €, c'était une énorme réussite. Et même si j'étais motivé, je m'attendais à me prendre un énorme non dans la gueule. Du coup, je fais mon pitch, je vois que ça se passe très bien, qu'ils hochent de la tête à chaque fois que je finis une phrase et le moment fatidique arrive. Le manager me demande combien ça coûte. Et là, je me dis que je vais tenter un truc de ouf. Je me dis que j'ai rien à perdre et que je vais leur dire que ça coûte 1500 €. Je le regarde droit dans les yeux et je dis 1500 francs suisses. Et là, à ma grande surprise, le mec me répond « Ok, quand est-ce que tu commences ?» Sans aucune hésitation. En réalité, j'aurais même pu demander beaucoup plus que cette somme. Mais pour moi, à l'époque, 1500 francs suisses, environ 1300 €, c'était une somme colossale. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on pourrait me payer moi, petit étudiant de 20 ans, 1500 balles tous les mois pour simplement faire quelques publicités depuis mon ordinateur. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai compris le 5e principe que je veux vous transmettre aujourd'hui. Pour devenir riche, il faut passer à l'action et sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est probablement la chose qui fait échouer le plus de gens. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, vous avez la motivation. Vous avez compris qu'il faut apprendre des riches. Vous avez même peut-être une idée de ce que vous voulez lancer et comment le faire. Vous êtes peut-être préparé, vous avez fait un business plan ou commencé à créer un site internet. Mais est-ce que réellement vous avez lancé votre business? Est-ce que vous avez créé votre produit? Est-ce que vous avez essayé de le vendre à un client? Est-ce que vous avez lancé les publicités? En général, cette étape-là, on va la procrastiner. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Plus tôt vous le ferez et plus tôt vous commencerez à réellement avancer sur cette pente exponentielle qui va finir par décoller. Alors arrêtez de procrastiner et faites la même chose qu'a fait le Yomi de 20 ans. Osez faire ce premier pas car suivant comment vous allez avoir une très bonne surprise. Et si vous avez un échec, si ça ne fonctionne pas du premier coup, eh bien vous aurez appris et c'est uniquement grâce à ces apprentissages que vous pourrez vous améliorer pour finir tôt ou tard par réussir. Je finis le meeting, je sors, je remonte les escaliers pour aller à la gare en courant. Je suis super heureux parce que j'ai réalisé que je pouvais maintenant lancer un business alors que j'étais encore étudiant, que j'avais pas une idée de génie et que moi aussi je pouvais réussir. J'appelle mon associé, on reste au téléphone pendant 2 heures et pendant les prochaines semaines, je vais démarcher plein de nouveaux clients. Je vais me prendre énormément de noms dans la gueule. Mais j'avais réussi une première fois et je savais qu'il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas reproduire ce succès. Je trouve 2 clients supplémentaires et très vite, je gagne environ 3000 € par mois en travaillant une demi-heure, 1 heure par jour à 20 ans seulement. Et c'est là que je comprends ce 6e principe. Pour devenir riche, il faut acquérir des compétences à haut revenu. En effet, toutes les compétences n'ont pas la même valeur financière. Il existe des compétences qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, souvent en faisant moins d'efforts et en n'étant pas forcément spécialement compliqués. Certaines personnes sont des génies de mathématiques. Ils vont réussir à résoudre des problèmes compliqués, avoir une mémoire de dingue et une capacité d'analyse hors du commun. Mais être fort en mathématiques, à part dans certaines exceptions, c'est pas une compétence à haut revenu. Et c'est pour ça que la plupart des chercheurs en mathématiques ne sont pas spécialement bien rémunérés. À l'inverse, il existe des compétences que l'on peut apprendre relativement rapidement qui peuvent nous permettre de gagner énormément d'argent. J'en ai parlé souvent sur cette chaîne, on parle de choses comme le fait de maîtriser la vente, le copywriting, le montage vidéo, le graphisme, le media buying, l'opérationnel dans les business, etc., etc. Et en fait, ce qui faisait la réussite de mon business, mon tout petit business à ce moment-là, mon agence de marketing digital, c'est que j'avais acquéri une compétence à haut revenu.
Je savais faire de la publicité Facebook. Et c'était quelque chose qui était en train de décoller. Il y avait plein de business qui voulaient le mettre en place. Ça permettait d'obtenir de bons résultats. Et je l'avais appris en quelques heures grâce à une formation que j'avais achetée. J'ai ensuite combiné ça à une autre compétence à haut revenu, le fait de savoir vendre. Et j'ai réussi à trouver des clients qui me payaient des sommes très intéressantes pour un tout petit peu de travail. On se retrouve un jour plus tard et on continue sans interruption. À ce moment-là, quand je commence à obtenir mes premiers résultats dans le business, je suis étudiant à HEC Lausanne et c'est pas une partie de plaisir. Ça me demande énormément de travail, surtout que j'ai envie d'obtenir les meilleures notes possibles pour pouvoir réaliser un de mes rêves, aller étudier à Harvard. C'était super important pour moi, j'avais envie de rendre mes parents fiers et j'avais construit mon CV, comme je l'avais dit plus tôt, afin de pouvoir être accepté. Je devais donc être irréprochable et connaître mes cours sur le bout des doigts. Ça me demandait beaucoup de travail et en plus de ça, j'avais envie de lancer mon business. J'avais 2 emplois à temps partiel, j'étais assistant dans 2 cours de l'université et ça me permettait de payer mon petit studio dans lequel je vivais à l'époque. En plus de ça, je m'étais mis à organiser des soirées en boîte de nuit et tout combiné, j'avais un emploi du temps extrêmement chargé. J'ai donc dû utiliser le 7e principe dont on va parler aujourd'hui. Pour devenir riche, il faut utiliser la loi de Pareto. J'en ai parlé des dizaines de fois, mais extrêmement peu de personnes n'arrivent réellement à le mettre en place dans la vie de tous les jours. Pareto, c'est un économiste qui se rend compte que 20% des champs produisent 80% des récoltes. Il voit qu'il y a une disproportion et il étudie d'autres phénomènes naturels et économiques et se rend compte que cette loi, elle, s'applique à plein de choses dans la vie. C'est le cas parce que la nature fonctionne pas forcément de manière linéaire. Il y a énormément de choses qui sont exponentielles. On va donc avoir un petit nombre d'individus qui vont avoir de très gros résultats. Un petit nombre d'actions qui vont fournir énormément de résultats. Et cette loi-là, elle s'applique tout particulièrement dans le domaine de la productivité. On a certaines tâches qui procurent d'énormes résultats alors qu'énormément de choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours va seulement nous faire avancer de manière minime. En bref, 20% de nos actions fournissent 80% des résultats, 80% de nos actions fournissent 20% de nos résultats. Quand on a un emploi du temps chargé et quand on veut obtenir des résultats élevés avec un petit laps de temps, on est donc obligé de trouver à tout prix ce 20% et de se concentrer uniquement sur ça. Et c'est avec mes cours que je vais pour la première fois réellement mettre en place la loi de Pareto dans ma vie. Je me rends compte assez vite à l'université que la plupart des élèves passent énormément de temps à travailler. Ils sont tous les jours en cours et ensuite vont à la bibliothèque réviser leurs cours pendant de nombreuses heures. Mais moi, j'ai pas ce luxe. Je dois donc réussir à apprendre les mêmes choses, obtenir des notes même supérieures à la plupart de mes élèves si je veux être accepté à Harvard, tout en travaillant beaucoup moins. Je vais donc passer énormément de temps, je dirais 30 minutes par jour, à essayer d'identifier quelles sont les choses qu'il faut que je fasse pour passer mon examen. Je vais, dès le début de l'année, aller regarder les examens. On peut voir les examens des années précédentes, on a accès à des séries pour s'entraîner, ou alors, dans certaines matières, quand on n'a pas accès aux examens précédents, on peut essayer de déduire à travers des questions qu'on pose au prof ou en regardant le syllabus, qu'est-ce qui va tomber dans l'examen. Je vais donc essayer de prévoir tout ça et ensuite, je vais entraîner exactement la même chose. La plupart des gens qui sont à l'université avec moi, ils vont en cours. Ils vont attendre de nombreuses heures alors que le prof va expliquer lentement ce qui est déjà expliqué sur les slides. Ils vont ensuite se poser à la bibliothèque et faire un résumé des slides. Ils vont ensuite se mettre à lire le résumé en essayant de l'apprendre par cœur et au final, ils arrivent à l'examen et on leur demande pas de savoir faire un résumé, on leur demande pas de savoir écouter et prendre des notes, on leur demande pas de ressortir des choses qu'ils ont appris par cœur. Non, dans la plupart des cours, on leur demande de résoudre des problèmes. Alors certes, la matière qu'on a vue en cours, elle est utile et elle permet peut-être d'avoir des pièces, des parts de raisonnement nécessaires à résoudre l'exercice, mais en réalité, la manière dont je vais réviser est bien plus efficace. Je vais arrêter d'aller en cours car je peux lire les slides de présentation moi-même, ce qui va déjà me faire gagner de nombreuses heures. Je vais arrêter de faire des résumés de cours car c'est pas ça qui tombe dans l'examen. Dans l'examen, il faut savoir faire des exercices. Je vais donc uniquement m'entraîner toute l'année à faire des exercices et quand je n'arrive pas à le faire, à ce moment-là, je vais aller regarder le cours
pour comprendre comment résoudre tout ça. Je vais aussi aller poser des questions directement aux endroits où je suis bloqué. Et en travaillant comme ça, je vais réussir à faire partie du top 3 des étudiants de mon année en ayant travaillé moins que la moyenne des étudiants d'HEC Lausanne. C'est pour moi une révélation et je vais appliquer ça dans tous les domaines de ma vie à partir de ce moment. Quand je travaille sur mon business, je vais essayer d'identifier quelles sont les actions qui vont réellement me permettre d'avancer et me forcer à ignorer tout le reste. Au début, c'est quelque chose de difficile et contre-intuitif, surtout pour les personnes qui sont perfectionnistes. On a toujours envie de bien faire, de tout terminer, de peaufiner les moindres détails. Mais en réalité, quand on fait ça, on perd énormément de temps et si on a de grands objectifs dans plein de domaines différents, on est obligé de perdre cette habitude inefficace. Après avoir eu un succès modéré pendant plusieurs mois avec mon agence de marketing digital, je me rends compte que j'ai un problème. En effet, ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai un emploi du temps chargé et je n'arrive pas à scaler, je n'arrive pas à faire augmenter les chiffres de mon business parce que j'aurais besoin d'avoir toujours plus de clients, donc toujours plus de travail, ce qui ne me convient pas à ce moment donné. Je commence aussi à ressentir une grosse frustration parce que j'arrive à obtenir de très bons résultats pour mes clients, mais la plupart d'entre eux sont ingrats et ne réalisent pas à quel point je suis en train d'aider leur business. Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'ai justement avec un de mes clients de l'époque, qui est le client qui me paye le moins. Il me paye, je crois, 700 € par mois, quelque chose comme ça. Et c'est le client qui râle le plus. Il veut toujours qu'on travaille plus, qu'on lui fournisse plus de services. Et une fois, je suis super content, j'arrive au restaurant et je lui présente les résultats qu'on a eu la semaine passée avec un énorme concours qu'on a organisé. On a eu plus de 200 000 impressions. En Suisse romande, c'est presque l'équivalent de toute la ville de Lausanne, toute la région lausannoise. Donc c'est juste incroyable pour lui. Ça nous a permis de montrer son restaurant, de donner envie à des dizaines de milliers de personnes au moins de venir. Et pour le faire, on a dépensé que 100-200 €. Donc c'est un truc ultra rentable. Je pensais qu'il allait être super content, mais à la place de me féliciter, il se met à râler en disant qu'il n'y a aucun client qui est rentré dans le restaurant en disant que c'était grâce à Facebook. Donc je rentre chez moi et je suis un petit peu mal. Je me dis, je travaille comme un dingue, je fournis des résultats de dingue. Certes, je gagne un petit peu d'argent, mais c'est pas incroyable non plus. Je pourrais gagner tout autant en travaillant un petit peu plus avec un emploi classique. Et au final, je dois répondre à un gars qui est jamais content et qui se rend pas compte que je suis en train d'aider énormément son business. Je me mets donc à essayer de trouver un autre business et je tombe un petit peu par hasard sur le e-commerce. Très vite, je comprends qu'il y a un potentiel bien plus élevé parce que je n'aurai pas les mêmes difficultés. Ce que j'ai 1, 10, 100 ou 10 000 clients, mon travail reste plus ou moins le même et je n'ai pas besoin de répondre aux ordres de mes clients. Au final, j'avais lancé une agence de marketing digital pour être indépendant, mais je m'étais retrouvé avec 3 patrons différents. En effet, chacun de mes clients me donnait des ordres et j'avais des comptes à leur rendre. En créant un site e-commerce, je pourrais tout gérer depuis mon ordinateur sans avoir à répondre de personne et je pourrais potentiellement gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite. Je suis donc ultra motivé, je dépense plusieurs milliers d'euros pour me former et tout apprendre et je crée rapidement plusieurs boutiques en ligne. Mes premières échouent et au bout de la troisième, je commence à obtenir mes premiers résultats. Une vente, 2, 3, 4, 5, 100 € par jour, 400, 600, 700. En moins de 2 mois, j'atteins le palier des 1000 € par jour. Et le mois qui suit, je tourne à 1000 € par jour presque tous les jours et j'atteins même un pic le 23 novembre, le jour de Black Friday, en réalisant des promotions avec les influenceurs, ce qui me permet de faire 15 000 ou 16 000 € en une seule journée. C'est un truc de dingue. Sur le mois, je dépasse les 40 000 €. À l'époque, je faisais environ 30% de marge. Ça veut dire que j'obtenais 12 000 € de bénéfices sur ces 40 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'il faut que je paye mes différentes charges publicitaires et aussi le coût de mes produits. Rendez-vous compte, j'ai 21 piges et je gagne plus que mes profs de l'université et plus que mes parents combinés. C'est un truc de dingue. En à peine 2 mois, j'ai gagné beaucoup plus que les 6 derniers mois avec mon agence de marketing digital. Et ça, c'est dû au 8e principe que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour devenir riche, il faut choisir le bon véhicule en fonction de ses forces et ses faiblesses. En effet, il existe plein de manières de gagner de l'argent, mais il y en a uniquement quelques-unes qui permettent d'en gagner beaucoup, qui permettent d'en gagner vite et qui sont adaptées à vos envies et à vos points forts. Il va donc falloir sélectionner le bon véhicule afin de pouvoir avancer le plus vite possible. Certaines personnes vont pouvoir devenir riches grâce à leur salaire. Si vous êtes passionné par la loi, la médecine ou vous êtes extrêmement bon et que vous arrivez à percer dans le sport ou dans le consulting
trading, l'investment banking, etc., vous pouvez gagner des sommes colossales tout en restant employé. Pour d'autres personnes, et je pense que c'est la majorité d'entre nous, ça va être bien plus efficace de lancer un business parce qu'il y a moins de compétition et que si on est vraiment déterminé, on peut beaucoup plus rapidement faire des sommes très élevées. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de business différents qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Je pense qu'il y a 2 points principaux qu'il faut regarder afin de sélectionner dans quoi vous vous lancez. Premièrement, la scalabilité. La scalabilité, c'est la facilité avec laquelle on peut faire augmenter les revenus d'un business. Il y a certains business où ça va être très facile de le faire. Je pense par exemple à la vente de formation, où si vous avez une personne ou 1 million de personnes qui achètent votre formation, au final, ça vous demande le même travail. À l'inverse, il y a des business qui vont être très difficiles à scaler, comme par exemple le fait d'être freelance, de devoir délivrer un service à quelqu'un. Si vous êtes monteur vidéo, vous avez un client qui vous paye 3 000 €, et bien ça vous demande 2 fois plus de travail de gagner 6 000 €, 3 fois plus pour en gagner 9 000. Et ça va presque être impossible de dépasser les 15 000 € de revenus mensuels. Faut donc comprendre qu'en général, plus un business est facile à scaler, plus c'est facile de faire des gros montants, plus ça va être difficile de faire des petits montants. Je m'explique. Reprenons l'exemple du monteur vidéo. Trouvez un client qui vous paye 2 000 € ou 3 000 € par mois pour faire du montage. C'est quelque chose de relativement facile. À l'inverse, réussir à vendre pour 2 000, 3 000 € de formation, c'est très difficile quand on commence. Même chose pour le e-commerce. Vous n'allez pas réussir à faire vos 2 000, 3 000 € de bénéfices en seulement quelques semaines de travail. Mais une fois que vous avez réussi à faire ces premières ventes, vous allez pouvoir faire 5 000, 10 000, 50 000 beaucoup plus facilement que le mec qui fait du montage vidéo. Donc à vous de choisir quels sont vos objectifs. Si vous voulez gagner 5 000, 10 000 € par mois, prenez un business qui est difficile à scaler, mais qui en contrepartie sera plus facile à commencer. Si vous avez de plus grandes aspirations, que vous voulez gagner 10, 50 000 € par mois, lancez plutôt une boutique e-commerce. Et si vous voulez faire de très grosses sommes, lancez un logiciel, lancez une marque, lancez une chaîne de business physique, etc. Le deuxième point qui est important de regarder quand vous choisissez quel business model vous allez lancer, c'est les barrières à l'entrée. Barrières à l'entrée, c'est un terme économique pour expliquer des choses qui vont empêcher certaines personnes de lancer un certain type de business. Prenons le business des diamants par exemple. Pour vous lancer, vous avez énormément de barrières à l'entrée. Vous allez devoir avoir beaucoup d'argent, beaucoup de capital parce qu'il faut acheter les machines, acheter la mine, etc. Vous allez avoir besoin de beaucoup de compétences, savoir localiser le diamant, le traiter, etc. Vous allez avoir besoin de compétences organisationnelles pour engager les différents employés dont vous avez besoin. Vous allez avoir besoin d'autorisation, pas n'importe qui peut se mettre à creuser pour trouver du diamant. Tout ça, c'est des barrières à l'entrée. À l'inverse, les business en ligne, souvent, on peut les lancer depuis son ordinateur sans avoir de compétences particulières. C'est donc important de faire attention à ça. Il va falloir sélectionner un business où il y a le plus de barrières à l'entrée possible que vous pouvez surmonter. Je sais que c'est contre-intuitif, mais en fait, les barrières à l'entrée, c'est quelque chose de positif parce que ça réduit la concurrence. Donc, si tout d'un coup, vous avez énormément d'argent, vous avez les autorisations pour miner, vous avez toutes les compétences et vous avez énormément d'expérience dans ce business, vous allez réussir à surmonter toutes ces barrières à l'entrée et donc, ce business-là, en général, il y aura très peu de compétition et vous allez avoir de très bons résultats. Mais malheureusement, quand on débute, souvent, on ne peut sauter aucune barrière à l'entrée. Et c'est donc pour ça que les business en ligne, c'est une énorme opportunité pour beaucoup de gens. Car même si on a peu d'argent, aucune compétence et qu'on n'a jamais eu d'activité auparavant, eh ben on peut quand même se lancer. Le revers de la médaille, c'est que par contre, il va y avoir pas mal de compétition et que donc, il va falloir se donner, apprendre les meilleures stratégies et persévérer en apprenant de ses erreurs pour obtenir ses premiers résultats. J'ai donc compris ça à ce moment-là, je switch sur les boutiques e-commerce et je triple presque instantanément le bénéfice qui rentre dans mes poches. Et tout ça sans travailler une seule minute de plus. J'ai toujours mon programme ultra chargé et je peux avancer sur un business seulement entre 20h et 22h quand j'ai fini d'étudier à la bibliothèque. C'est pas pour autant que je me repose sur mes lauriers, je continue avec cette idée de Pareto en tête et je vais être ultra efficace. On va continuer à développer notre stratégie en marketing d'influence avec mon associé et on a vraiment découvert ce jour de Black Friday quand on a fait 15 000 € en une seule journée. Les influenceurs, c'était extrêmement rentable. En effet, ce jour de Black Friday, quand on fait 15 000 € en une seule journée, on avait compris ce 9e principe. Pour devenir riche, il faut avoir un product market fit. C'est un terme qu'on utilise en général dans le monde de la startup pour décrire ce moment où on arrive à créer une offre que le marché désire. Et quand c'est le cas, tout devient plus simple. Si vous êtes en train d'essayer de lancer un business et que tous vos clients vous disent non, ou bien que vous dépensez de l'argent en publicité sans obtenir de vente, c'est parce que vous n'avez pas un product market fit. Vous n'avez pas une offre que le marché veut réellement. C'est vraiment un moment magique où on passe de business où on essaye d'obtenir nos premières ventes, il y a plein de clients qui nous disent non, on dépense en publicité, c'est pas rentable, personne n'achète, etc. à un business où on fait des ventes tous les jours, ça explose et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter.
s'arrêter. Le truc, c'est que souvent, les entrepreneurs qui débutent, ils trouvent un produit qui fonctionne et ils vont continuer à le vendre tranquillement, etc. Alors qu'en réalité, dans le business, quand on arrive à trouver cette sauce, cette formule magique, il faut en profiter au maximum. Et on a la chance, déjà à ce moment-là, de faire ce choix. On va commencer avec de tout petits influenceurs, en les payant quelques dizaines d'euros. On va ensuite prendre de plus gros influenceurs, quelques centaines d'euros, puis quelques milliers d'euros. Et à chaque fois, on fait des retours sur investissement dingues. 15 000 euros en dépensant, je crois, 100, 150 euros ce jour de Black Friday. 23 000 euros en dépensant 200 euros pour un influenceur. On va ensuite prendre des plus gros influenceurs. On va oser prendre des risques et payer 20 000 euros à l'influenceur. On va faire 100 000 derrière. Et tout ça jusqu'au jour où on arrive à faire $1 million en 24 heures pour la première fois. C'est une ascension fulgurante. Et elle a été due au fait qu'on avait compris ce 10e principe. Pour devenir riche, il faut comprendre le marketing. On a parlé plutôt des compétences à haut revenu. Et de loin, selon moi, la plus importante, c'est le marketing. Surtout si vous lancez un business. Steve Jobs, Elon Musk et même Mark Zuckerberg, c'est en réalité des génies du marketing. Et souvent, quand je parle de marketing, pour la plupart du gens, c'est flou. C'est un terme qui englobe plein de choses et donc on comprend pas vraiment ce qu'il faut faire pour devenir bon en marketing. Pour devenir bon en marketing, il faut comprendre la psychologie humaine. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Et ce qui est assez difficile avec ça, c'est que on peut pas tout simplement leur poser la question. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un achète, il a toujours une bonne raison et la vraie raison. La bonne raison, c'est les arguments qu'on va utiliser pour justifier notre achat. Si par exemple, je dépense 5 000 euros sur le dernier MacBook, c'est parce que c'est un outil de travail, c'est parce qu'il va me durer plusieurs années, qu'il a les meilleures caractéristiques techniques, etc. Alors qu'en réalité, la vraie raison, elle est un petit peu plus profonde. C'est probablement parce que j'ai envie de booster mon ego, j'ai envie de me sentir bien quand je travaille, j'ai envie de montrer que je suis un rebelle et je m'identifie avec la marque à la pomme. C'est donc uniquement en comprenant les besoins fondamentaux et les réels triggers, les points déterminants qui vont faire prendre des décisions aux consommateurs que l'on peut avoir une compétence en marketing. Et ça s'apprend pas en lisant un livre, ça s'apprend en faisant. C'est pour ça que je dis toujours que la meilleure manière d'apprendre le marketing, c'est de lancer un business. Parce que vous allez être réellement confronté aux acheteurs. Vous allez devoir créer un produit et ensuite voir que les gens achètent pas. Et essayer de comprendre pourquoi ils achètent pas. Vous allez faire des tests, vous allez changer le prix, vous allez changer la manière dont vous le vendez, vous allez changer les caractéristiques de votre produit et tout d'un coup, ça va marcher. Vous allez obtenir ce product market fit. Et là, vous allez apprendre. Et c'est uniquement en faisant ça plusieurs fois que vous allez pouvoir devenir meilleur en marketing. Vous pouvez aussi étudier les concurrents. Allez regarder quels sont les produits qui se vendent, essayer de déduire pourquoi. Et ça peut aussi aider de lire quelques livres, regarder quelques vidéos, mais on ne peut pas progresser là-dedans si on n'essaye pas nous-mêmes de vendre des choses. Du coup, mes business fonctionnent bien, j'ai des résultats très intéressants et je commence à en parler sur les réseaux sociaux. Je vais sur différents groupes Facebook, je poste mes résultats et là, je me prends une avalanche de questions. De fil en aiguille, ça va me pousser à lancer un nouveau business qui va lui aussi me faire gagner énormément d'argent. Mais tout ça, on le verra potentiellement dans une deuxième partie de cette vidéo. Mais ça dépend de vous. En effet, ça m'a demandé énormément de travail et énormément de temps de faire cette première vidéo. C'est aussi un format complètement différent et j'ai besoin de votre feedback. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et surtout appuyez sur le bouton like parce que je ferai une deuxième version uniquement si on dépasse les 10 000 likes. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé en entier. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao.